Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemakers. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Labranche, chercheur indépendant et climatologue de la société, on dit aussi sociologue du climat. Attention, Stéphane est également coordinateur scientifique pour le GIEC. Autant dire que sa parole compte. Alors Stéphane, c'est quoi et ça sert à quoi la sociologie du climat? Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les relations entre nos activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, les émissions de gaz à effet de serre, les molécules dans notre atmosphère, ben, c'est nous qui les émettons avec nos modes de vie, tout simplement, quand on se balade en voiture, avec nos maisons et notre alimentation. Mais un jour, le changement climatique, un jour, ça commence déjà, il commence déjà à avoir des effets sur nos vies. Pour l'instant, ces effets en France sont assez légers. On commence à plus souffrir de canicules. On commence à avoir des problèmes d'irrigation et d'eau. Donc là, ça commence à se faire ressentir de manière un peu plus sérieuse. Et comment on peut s'adapter à tout ça? Et la question d'adaptation, c'est en partie les impacts sur le milieu naturel, mais c'est surtout, en grande partie, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et donc, c'est ce que j'essaie de comprendre. Donc, c'est multisectoriel, c'est multi-échelle. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Alors comment devient-on sociologue du climat? Déjà en 2000, je commençais à lire sur le changement climatique, ce que j'étais capable de comprendre. Et lors d'une recherche sur les impacts sociaux et les controverses et les oppositions liées aux grands barrages, en France, au Québec et en Turquie, la question du climat et de la production d'énergie a été soulevée. Et puis moi, je faisais des entretiens semi-directifs avec des associations militantes contre ces barrages, notamment avec des grandes organisations, associations internationales. Et je leur disais, mais quand même, un barrage, en termes de production d'électricité, c'est moins grave qu'une centrale charbon, non? Et en fait, pour moi, c'était une évidence et je l'ai sorti comme ça. J'ai essayé de les titiller un peu sur leurs arguments. Et là, j'ai eu affaire à une dissonance cognitive. Sur les 5 à qui j'ai posé la question, il y en a 4 qui ont littéralement bogué. C'est qu'en fait, ils ne savaient pas quoi me répondre, puis ça faisait. Je crois qu'à cet instant, il est nécessaire de s'arrêter pour donner une définition. La dissonance cognitive, en psychologie sociale, c'est la tension interne, propre au système de pensée, croyance ou émotion et attitude d'une personne lorsque plusieurs de ces émotions entrent entre elles et entrent en contradiction les unes avec les autres. Dissonance cognitive, c'est 2 ensembles de valeurs qui viennent, en fait, se catapulter l'une l'autre. Et le meilleur moyen pour se débarrasser de l'inconfort d'une dissonance cognitive, c'est d'ignorer un des 2 ensembles de valeurs. C'est celui qui est le plus facile. C'est-à-dire, je me débarrasse le plus facilement de celui qui m'amène à faire le plus d'efforts de changement. Et donc, la grande question de recherche que j'ai commencé à poser il y en avait 2 en fait essentiellement. Quels sont les freins et les moteurs au changement de comportement pour aller dans le sens de la transition? Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose que je doutais, c'est à l'égard de mes propres collègues parfois qui regardaient les enquêtes et qui montraient qu'il y avait une légère diminution de l'utilisation de la voiture. Et eux, et pas que les collègues, c'est-à-dire les associations, l'ADEME, imputaient ça, en fait, à un gain dans les valeurs environnementales. Moi, la question que je posais à l'époque, c'est oui, mais est-ce que vous leur avez demandé pourquoi ils utilisent moins la voiture? Non. Donc, vous ne pouvez pas imputer ça à une valeur environnementale. Donc, la deuxième question de recherche que je posais sous plusieurs formes, c'est quel est le statut, la place du climat dans nos choix quotidiens? Et c'est important parce que si vous utilisez un argument climat pour obtenir un résultat et que personne qui vous écoute parce que personne n'est intéressé par le climat, vous n'obtenez aucun résultat positif. De quelle manière les enjeux climatiques impactent nos comportements? Le climat, je dirais, est un facteur de décision dans les comportements de certaines personnes, de certains secteurs, je dirais jusqu'à 15% de la population. On peut très bien devenir végétarien ou manger moins de viande parce que le docteur nous a dit que si on n'arrête pas, le cœur va nous exploser, qu'on va avoir une crise cardiaque parce que c'est pas bon pour la santé. On peut très bien commencer à faire du sport parce qu'on a envie d'être beau à la plage pendant l'été. Donc, on fait plus de vélo. Mais ça n'a rien à voir avec le climat. En revanche, les effets sont bons pour le climat quand même. Et donc, j'estime environ 15-20% de la population qui fait des efforts une bonne partie du temps sur plusieurs enjeux. Et pour lequel le climat ou la transition écologique, la biodiversité, c'est moins important, mais ça le devient plus tranquillement, va avoir un effet sur des décisions quotidiennes, mais c'est tout. Les autres, ça dépend des phases de vie et le climat n'apparaît pas souvent comme un facteur important, mais un facteur secondaire. Ben, il y a plusieurs freins. Le premier frein, en fait, la plupart des gens, surtout dans les milieux militants écolos, se disent que, oh, ils n'ont rien compris. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument de l'insuffisance scientifique.
On vous donne plus de données, on vous donne plus de compréhension et donc vous allez changer de comportement. Il n'y a pas un psychologue sur la planète qui va vous dire que c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Euh, la donnée amène une meilleure compréhension, ça ne change pas nécessairement nos valeurs et ça change encore moins nécessairement nos comportements. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on change de comportement? En général, changer de comportement, c'est très lourd, c'est difficile parce qu'en fait, on a des habitudes personnelles et on a des routines qui sont ancrées dans un quotidien fait de temps, de travail, d'enfants, l'âge, le milieu dans lequel on vit. Essayer d'arrêter de prendre sa voiture à Grenoble, c'est beaucoup plus facile que si on vit en milieu rural. C'est pas un jugement, c'est juste un fait, à cause du transport en commun, à cause de la densité urbaine, à cause des services qui sont présents. Selon le milieu où on est, les facteurs et les facteurs de frein et moteurs de changement vont être différents. Mais alors, pourquoi la menace d'une catastrophe climatique planétaire ne suffit-elle pas à enclencher un changement? Je dirais même que non seulement ça ne suffit pas, c'est contre-productif. Ça aussi, c'est les travaux en psychologie, psychiatrie qui le montrent, mais si vous avez un problème qui fait peur devant vous, une catastrophe sans solution, la première réaction, en fait, c'est l'angoisse émotionnelle. Et l'angoisse mène plus au déni qu'à l'action. Plus la catastrophe semble incroyablement grande et importante, et plus l'individu se sent impuissant. Et j'ai même des signaux faibles, mais émergents, qui montrent que des anciens militants écolos radicaux sont en train de passer en mode « bon, il me reste 10 ans pour faire des voyages en avion, je le fais à max ». Du coup, est-ce qu'on peut dire que les campagnes de sensibilisation, et elles sont nombreuses, ne montrent aucun effet? Si, mais c'est léger et c'est sur du long terme et on n'a pas le long terme. On comprend mieux les effets du changement climatique. La connaissance s'est améliorée. La population commence à mieux comprendre les effets nationaux et locaux du changement climatique, en partie parce qu'ils le ressentent aussi, ça c'est important, mais pas que. Donc, les campagnes de sensibilisation ont un rôle à jouer, mais ils pourraient être tellement plus efficaces en mobilisant pas l'argument changement climatique pour changer, en mobilisant d'autres types d'arguments. J'entends bien. Mais s'il est préférable de ne pas utiliser directement l'argument du changement, l'argument du dérèglement climatique, quels arguments faut-il mettre en avant pour favoriser l'action? Quand on demande aux gens quelle est l'action la plus importante que vous menez contre le changement climatique, globalement, on est autour de, globalement, je veux dire dans le sens mondialement, on est autour de 80% des gens qui disent faire le tri. Ouais, on n'est pas sorti du bois avec ça, on est d'accord. Euh, et donc, la petite action des uns est une action impossible des autres et entièrement insuffisante pour les autres. OK? Ça dépend beaucoup de l'individu et de plusieurs éléments. Donc, ça dépend un peu de comment on vit une charge cognitive. Le cerveau est tellement occupé que rajouter une nouveauté dedans, il n'aime pas trop, d'où les routines, les habitudes et tout ça. On a interrogé les gens sur pourquoi ils faisaient plus de vélo qu'avant, pour tester justement la place de l'environnement dans les critères de décision. Et en fait, c'était peu évoqué. C'était le fait que c'était agréable, que ça faisait faire de l'exercice, que ça permettait des itinéraires plus fluides et en enchaînement. Ça permettait d'aller à l'école, etc. Donc, en fait, une vision un peu opérationnelle et à la fois un peu presque sensuelle de c'est agréable de se promener en vélo. Ça fait sortir. Et quand on leur demandait pourquoi vous ne voulez pas vous promener en vélo, rien à voir avec le climat non plus, la peur des accidents. Et donc, en fait, quand vous mettez ces éléments-là de compréhension de l'analyse sociologique, de pourquoi je fais du vélo ou pas, ou j'aimerais en faire et que j'en fais pas, en fait, ce que vous faites, ce sont des pistes cyclables sécurisées. Vous n'allez pas convaincre tout le monde, mais vous allez avoir cet appel d'air, si vous voulez, justement, pour qu'il y ait plus de vélos sur les routes. Les changements qu'on voit sont souvent accompagnés, facilités, soit par des politiques publiques, par la pression de ses pairs, de sa famille, l'enfant qui revient de l'école, qui dit ah, ta, 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 ta. Les parents commencent à se sentir que. Moi, j'ai rencontré certains chefs d'entreprise qui ils voulaient changer leur modèle d'affaires parce qu'ils avaient des enfants et qu'ils ne pouvaient plus continuer à avoir une entreprise qui contribue aux problèmes potentiellement catastrophiques qu'il va y avoir pour leurs enfants. Et donc, il y a une prise de conscience. Le changement est difficile et on n'a pas tous la capacité ni l'envie de changer partout à la fois. Est-ce qu'on peut dire que l'action entraîne l'action? Un des meilleurs moyens de réduire l'angoisse face à un problème que l'on considère insoluble, c'est d'agir. Et bizarrement, le cerveau, euh, si vous mettez en œuvre une solution qui, franchement, objectivement, ne vaut pas grand-chose, si votre cerveau croit ou ressent que ça participe à résoudre le problème,
ça diminue l'angoisse. Mais certaines personnes sont excitées par le changement, ça les titille. Et ça, c'est un groupe particulier de la population qui est assez minoritaire. L'autre groupe, en général, c'est que le changement, oui, mais pas trop à la fois et pas n'importe quoi non plus. Mais changer, ça s'apprend. Et ça, c'est des choses que je préconise pour les collectivités territoriales, les entreprises, c'est pareil, il n'y a aucune différence. Dans une entreprise qui n'est pas habituée à changer, une collectivité territoriale qui n'a pas l'habitude d'être innovante, on fait petit pas à la fois. Puis là, on se dit, ah ben, finalement, ça fait pas si mal que ça. Ah, on a un succès. Ouais, mais bon, c'était facile. Moi, dès que j'entends oui, mais bon, c'est facile, vous êtes prêt à passer en deuxième phase. Et en fait, on se rend compte que c'est pas plus inconfortable que de ne pas bouger du tout. Et que de ne pas bouger du tout peut devenir inconfortable et on commence à le voir dans les normes sociales. Changer, ça s'apprend, je suis d'accord. L'un des principes fondateurs de Mountain Changemaker est justement de favoriser l'action. Alors peut-on dire qu'il existe aujourd'hui de bonnes actions citoyennes faciles à mettre en œuvre? J'ai vu une affiche du GIEC à l'école d'ingénieurs ici, à Grenoble, et c'était les solutions. Donc, la solution, c'était arrêter de prendre la voiture, devenir végétarien, rénover son domicile. Ça, c'est pas une solution. Ça s'appelle, excusez-moi, c'est un putain de gros problème. Et donc, en fait, c'est là où les sciences sociales arrivent pour dire, non, ce que vous proposez là, c'est pas l'étape qui est là. C'est qu'en fait, il y a au moins 50 autres étapes avant d'arriver là. Comment faire pour devenir végétarien dans une société qui, franchement, n'est pas trop végétarienne, il faut bien le dire, et qui reçoit plutôt négativement les végétariens, juste en termes de normes sociales, c'est compliqué. Euh, En ville, on peut réduire. Beaucoup de gens pensent ne pas pouvoir réduire l'usage de leur voiture. Dans le monde rural, oubliez ça. Vous mettez trop de pression dans le monde rural sur la voiture, vous allez tuer les villages. Ça, j'en suis convaincu. Donc, ce n'est pas la solution. Il y a peut-être autre chose à faire dans le monde rural que ça. Donc, toutes les solutions proposées, il faut faire attention, ce ne sont pas toujours des solutions en soi, c'est l'ouverture d'un sac avec un paquet d'enjeux, de problèmes, de moteurs et de freins qu'il faut comprendre pour arriver finalement à ce que les gens fassent plus de vélo, moins de voitures, moins de viande, rénovent leur domicile, etc., etc., etc. Si je comprends bien, pour passer à l'action, il faut tenir compte à la fois des moteurs et des freins. Vous venez de citer la question de la rénovation énergétique, un sujet important tant dans les villes que dans les campagnes, mais aussi dans nos stations de montagne. Comment faut-il l'encourager? Je vais titiller mes amis économistes et beaucoup d'approches sur cette question-là, incluant des militants écolos qui demandent plus d'argent au gouvernement pour faire plus de rénovation. Il y a déjà plus d'argent dans les coffres du gouvernement qu'il y a de projets. J'ai un collègue qui a fait une recension des projets de rénovation énergétique des bâtiments et qui a regardé à quelle étape le projet était refusé. Il y a beaucoup de projets de rénovation énergétique des copropriétés qui sont refusés avant même de savoir combien ça va coûter. Donc, en fait, pognon n'est pas le problème. En partie, c'est l'argent, mais seulement en partie. Une grosse partie du problème avec la rénovation énergétique du bâtiment, il est celui qu'on appelle les phases de vie. Ça ne correspond pas toujours aux phases de vie des gens qui sont dedans. Dernier élément, quand même, il faut le dire, j'ai assisté à des réunions où des copropriétés discutaient de la possibilité de le faire. Et je me rappelle, à une des réunions, il y avait 5 des copropriétaires qui étaient là et il y avait 2 doctorats et 2 Master 5, donc Bac plus 5. Il n'y en a pas un des 4 qui était capable de dire à quelle aide financière ils avaient droit parce que l'information était trop complexe. Là, je me suis dit, mais attendez, là, si vous n'êtes pas capable, avec votre niveau de scolarité, de comprendre à quoi vous avez droit, qu'est-ce que ça doit être pour les autres? Et ça, cet accès à l'information, le problème de la complexité de l'information, on l'a retrouvé dans les entreprises qui voulaient faire des travaux, améliorer des process et qui se retrouvent face à une espèce de jungle technocratique, bureaucratique, de formulaires à remplir, d'obligations, de peut-être, de je ne sais pas. Et si vous avez ça, vous avez droit à ça, mais si vous n'avez pas le 5e, vous n'avez pas droit au premier, donc pas au 2e non plus. Et là, ben, ils abandonnent. Ils abandonnent de fatigue cognitive, pas par manque de motivation. Et ça, on commence à le comprendre, mais moi, chaque fois que j'entends n'importe quel gouvernement, ce n'est pas seulement le gouvernement français, tous les gouvernements font pareil, une simplification des procédures, je demande à voir. Un autre frein que vous identifiez, c'est la question du temps, la temporalité et le rythme du changement à mettre en place. Ben, moi, pour vous dire franchement, en 2050, je ne sais pas si je vais être vivant, hein, pas à mon âge. C'est dans 40 ans. Qui sera concerné? Même les jeunes de 20 ans, 40 ans plus tard, auront 60. À la rigueur, ils disent, ils ne sont même pas capables d'imaginer avoir 60 ans.
On ne peut pas leur demander de s'imaginer comment ils vont vivre en 2050 dans une société catastrophe. Quel est le jalon avant? Ben, 2030. Là, 2030, on est 2024, là. Donc, 2030, c'est bientôt. Et c'est très bientôt. La plupart d'entre nous, on est capable de se projeter. Deuxième enjeu sur 2030 qui est super important, c'est que pour une politique publique, une entreprise, c'est 6 ans. Bon, ben, pendant 6 ans, on fait quoi? Et là, 6 ans, on peut remplir l'agenda. On peut se donner des objectifs. On peut embaucher des gens s'il le faut, mettre en œuvre des procédures d'évaluation. On peut faire quelque chose de réel en 6 ans parce qu'il y a un objectif de calendrier avec des jalons. 2050, il n'y a pas de jalon. Alors, si 2050, c'est un peu loin dans l'esprit du public, 2030, c'est une date clé qui d'ailleurs a été posée par les accords de Paris, qui pourtant ont été signés en 2015, il y a plus de 9 ans. Je ne suis pas sûr qu'on atteigne le 1,5 en 2030, mais peut-être un peu plus tard. N'en déplaise à beaucoup de gens qui, je vais me faire engueuler sur ce point, mais n'empêche que quand on regarde les chiffres et les statistiques, ceux qui ont fait le plus d'efforts de diminution de la consommation d'énergie en France depuis les 20 dernières années, ce sont les collectivités territoriales, pas nécessairement les pouvoirs publics centraux, il faut dire, les entreprises, et ensuite les citoyens, qui n'ont pas changé grand-chose, en fait, en termes de diminution de la consommation. Les entreprises ont une sacrée bonne raison de le faire. Les grandes entreprises sont soumises à des politiques publiques contraignantes sur les gaz à effet de serre. Et en plus, le moins d'énergie elles consomment, le moins cher ça leur coûte, sans nécessairement répercuter les prix à la baisse après. Donc, plus de profit dans les poches. C'est une très bonne motivation. Les ménages ne voient pas ces motivations de la même façon. Même si je fais des gros efforts sur mon chauffage, au final, à la fin d'année, je vais épargner quoi sur ma facture d'électricité? Mais en réalité, un resto pour la famille? Donc, moi, je vais avoir froid pendant 3 mois juste pour me payer un resto en plus à la fin d'année. J'exagère un peu, mais quand on fait le bilan et qu'on vit dans un appartement qui est froid, la récompense d'un peu plus de pognon en milieu de l'été, là, franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai froid maintenant. Donc, je monte le chauffage, si je peux. Ce n'est pas toujours le cas avec les plus précaires, d'ailleurs, qui vivent dans des passoires thermiques. Là encore, les freins sont multiples. Mais il doit bien y avoir un moyen de mobiliser les citoyens. Mais vous pouvez faire des jeux sérieux, des pièces de théâtre, de la musique, des bandes dessinées. Il faut trouver de l'art, il faut trouver des manières multiples de faire passer le message que changer, c'est peut-être pas si horrible que ça, et qu'on pourrait avoir une vie différente de celle qu'on a, mais une bonne vie quand même en 2050, avec une transition climatique et biodiversité aussi qui aura réussi. Donc les médias ont un rôle à jouer. Malheureusement, le gros rôle des médias en ce moment, c'est quand même de parler du GIEC 2 semaines quand le rapport sort, nous envoyer des mauvaises nouvelles, relayées par les associations, relayées par les pouvoirs publics, avec pas de solution. Est-ce que l'on peut maintenant faire un focus sur les territoires de montagne? S'il y a un dernier message à faire passer sur les questions de changement climatique en montagne, mais c'est vrai partout, mais comprendre les impacts sur le milieu naturel du changement climatique, plus d'eau, moins d'eau, fonte de la glace, pergisol, ça, ce sont des impacts du changement. Ce n'est pas de l'adaptation. Ça, c'est la compréhension des impacts. L'adaptation vient après, quand on comprend ces impacts et qu'on se dit, OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je construis ailleurs, je ne construis plus. J'enlève cette activité pour la remplacer par une autre ou à un autre moment. Je fais quoi avec l'eau? L'eau va devenir un gros enjeu durant les prochaines années. Ça commence déjà à l'être en France, mais là, ça va devenir un enjeu encore plus gros avec la question du partage de l'eau. Puis à un moment donné, il va falloir se poser des questions en montagne comme ailleurs, mais des questions sérieuses sur l'eau peut-elle être utilisée pour un loisir quand on en a besoin pour faire pousser de la bouffe? Et à un moment donné, il va falloir faire des choix. C'est des choix qui vont être très durs à faire, mais avant de faire des choix binaires, oui, non, on arrête les loisirs, on ne fait que, il y a peut-être d'autres méthodes à faire, de négociation à mettre en œuvre, de quand et comment on puise de l'eau, réduire, parce que les pertes en eau, c'est monumental, comment réduire nos pertes, notre gaspillage d'eau, tout simplement. Il y a tout ça qui se met en jeu, mais ça, pour les territoires de montagne, c'est super important. Il faut comprendre les impacts du changement climatique sur le milieu naturel, certes, sur les activités économiques ensuite, et ensuite, on commence à parler d'adaptation. Il ne faut pas mélanger impact sur le milieu naturel et qu'est-ce que j'en fais de tout ça, moi? Et qu'est-ce que j'en fais maintenant pour être rendu dans une situation en 2050, en 30 ans, où je vais être encore capable d'exercer une activité, même si ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais l'approche cognitive du changement de Stéphane Labranche m'a fait du bien.
Pour moi aussi, 2050, c'est loin, et comme pour beaucoup d'entre vous, je passe du moteur, même s'il est électrique, au frein. Pas facile d'avancer dans ces conditions. Mais à mieux l'écouter, ces travaux proposent de nous accompagner vers le changement. Je retiens dans un entretien assez dense la phrase « Le changement, ça s'apprend ». Merci à Stéphane Labranche pour ce moment passé à réfléchir au sens de l'action. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Je vous invite à découvrir nos programmes vidéo sur la plateforme, à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Ce podcast est à retrouver sur Mountain Changemakers et sur les principaux sites d'écoute de podcasts. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck et Caroline Berwex.